Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ravi de vous avoir avec nous pour une édition un peu particulière cette fois-là. Je vous avais dit qu'on allait parler de faits parfois un petit peu douloureux, ceux dont on n'aime pas trop parler parce que souvent ça en bafouille, mais nous on n'est pas là pour ça, on est là pour dire les choses, les vrais faits psychiques qui se passent. Ce soir, je vous avais annoncé que nous parlerons de l'inceste. Nous en parlerons. Et nous en parlerons avec des personnes qui témoigneront, qui expliqueront, qui nous diront un petit peu comment, dans leur combat de tous les jours, ils essaient de lutter contre ce qui peut être considéré comme un crime. Nous allons parler avec 4 invités ce soir. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Vous voyez bien, nous sommes 4. Nous allons commencer par vous, Madame Sylviane Borois-Eustache. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes coordinatrice de Stop aux violences sexuelles. C'est une association. Oui, c'est une association qui est sur l'Hexagone, qui est portée par le docteur Violaine Guérin, qui est endocrinologue et gynécologue, et qui a créé cette association. C'est une association qui porte un projet de santé publique et qui lutte contre les violences, tout type de violences sexuelles, dont l'inceste. Et c'est une association qui se base sur plusieurs volets, le volet juridique, bien sûr l'aide apportée aux victimes. Nous allons mettre en place au mois prochain un atelier thérapeutique. Nous en reparlerons. Différents volets pour la prise en charge. Bien sûr, nous avons 1h30 pour en parler et on ne va pas se gêner. Avec nous aussi, Madame Saïsoutane, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à Sylvia, vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes ravis de vous avoir. Vous êtes conseillère générale, directrice d'école et vous militez aussi pour que plus jamais ça, quoi. Exactement. Fabienne Sainte-Rose, que vous avez présenté tout à l'heure, m'a vraiment alertée et j'étais moi-même très sensibilisée à cette cause et donc je continue, j'aimerais mener le combat en Martinique parce qu'il y a beaucoup à faire. Nous en parlerons et je pense qu'il y en a non seulement beaucoup à faire, mais il y a beaucoup à dire et on en parlera franchement au cours de cette heure. Professeur GL, on ne vous présente plus maintenant, vous êtes professeur de psychiatrie et vous exercez au centre hospitalier universitaire de Martinique, mais en direction des victimes, mais aussi des infracteurs en tant que psychiatre. Merci de votre invitation, bonsoir à tous et à toutes, très heureux et honoré d'être à nouveau invité. Oui, effectivement, on va en discuter, mais un de mes intérêts majeurs est autour de l'aide qu'on doit apporter ensemble à la souffrance des personnes victimes et aussi l'aide qu'on doit apporter à ceux qui ont commis des actes criminels et qui vont peut-être après un passage en milieu pénitentiaire ont besoin aussi d'une aide aussi pour nous aider à réduire les risques de recommencer des actes criminels. Et vous, Fabienne Sainte-Rose, je vous ai présenté la dernière parce que vous êtes au centre de notre projet. On a cherché à vous joindre parce qu'on vous connaît déjà sur notre antenne. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes, on peut le dire, une victime qui s'est reconstruite et qui se reconstruit et qui met en place des choses pour que d'autres victimes n'existent plus. C'est bien ça? Voilà, bonsoir. Donc je suis Fabienne Sainte-Rose, donc survivante de l'inceste, donc en rétablissement. Et donc nous avons créé avec d'autres survivantes une association qui s'appelle l'âme vie, l'association Mille et une victimes d'inceste. Et tout ça grâce à toute l'équipe de l'UAD, l'unité anxiété-dépression, des gens qui ont enfin compris que les victimes d'inceste n'étaient pas des folles ni des menteuses et qu'elles avaient besoin d'être entendues et d'être aidées pour recommencer à vivre. Voilà. Vous dites survivante, et je crois que vous insistez un peu sur le mot, ça ne doit pas être neutre dans votre esprit. Non, pas du tout, parce que quand on a subi ces choses, la vie... elle a plus tendance à disparaître seconde après seconde. La mort nous guette et j'ai envie de dire que je suis une survivante depuis peu. Voilà. Et que l'inceste vraiment c'est quelque chose qui tue. Voilà. Et que
Si je suis là, c'est que je ne suis pas morte. Oui. Voilà. Et c'est votre dynamisme autour de cela. Alors, on va commencer d'abord par vous, professeur GL. L'inceste, s'il fallait le signifier, parce que tout à l'heure, on aura ce que pensent les téléspectateurs, ce qu'on a interviewé dans la rue à ce sujet, mais s'il fallait mettre un mot, une signification, quelque chose de précis dedans, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous aider à mieux comprendre ça? Je pense qu'il faut bien être clair, l'inceste est toujours un crime. Il va être condamné ou il ne va pas l'être, mais c'est toujours un crime. On retrouve dans plein de cultures des alibis pour expliquer qu'il y a des rituels ou autre chose. Un parent qui est là pour éduquer, pour aimer un enfant, qui va utiliser l'enfant mineur comme un objet sexuel, est un criminel. Et aucune culture, aucune tradition ne doit être tolérée si elle le maintient. Et c'est un crime qui est terrible parce qu'il désorganise, et elle a douloureusement raison, Madame Sainte-Rose, de dire qu'on se demande comment survivre à une telle horreur, quoi. Et c'est une horreur qu'on doit comprendre ensemble, et c'est la société qui doit bouger et réagir. On doit laisser parler les plus vulnérables qui ont besoin d'entendre que les autres leur donnent la parole, donnent la place, qu'on sorte du secret de la famille, parce que celui qui a imposé ces actes a imposé le silence. Et donc le silence risque de conduire ou à la désorganisation complète ou à la mort. Et donc il faut que la société sache, et vraiment c'est important ce que vous faites là, et merci, qu'on arrête de dire que c'est un sujet honteux, on ne sait pas comment il faut en parler, peut-être qu'il vaut mieux pas, faudrait pas que ça remue des souvenirs, non. Il faut parfois même que le linge sale doit se laver en famille, voilà, j'ai entendu ça. Voilà. Alors justement, on va demander aux téléspectateurs de commencer à réagir au 71 27 07, 71 27 07, vous composez ce numéro en faisant bien évidemment le 05 96, vous pouvez dès maintenant nous appeler, vous réagir sur le sujet, témoigner si vous avez à témoigner, riposter si vous voulez, vous savez que vous êtes libre, c'est votre espace. En tout cas, nous voulons à tout prix que ce soir, nous en parlions à plat et que nous mettions à plat ce qui est une réalité. Et à ce sujet, Madame Saïd Soutane, vous qui êtes une élue, vous qui connaissez le terrain, est-ce que vous pensez qu'en Martinique, par exemple, c'est une situation qui est significative, qui a lieu d'être mise en exergue, justement? Alors effectivement, vu mon histoire, mon passé et le fait que je sois directrice d'école depuis longtemps, enseignante depuis 1979, m'a montré qu'effectivement ces problèmes d'inceste, ces problèmes de violence envers les enfants est très prégnant, et en Martinique très très prégnant effectivement. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, et nous les éducateurs, éducatrices, des enfants de tous âges, de tous âges, oui. Et de tout, masculin, féminin, ça touche. Oui, tout à fait. C'est vraiment et lorsqu'on fait des signalements, parce que les directeurs d'école, les enseignants sont amenés à faire des signalements, on a des signalements d'enfants, et c'est là où justement c'est un peu douloureux. C'est ça qui est difficile. Comment vous arriviez en tant qu'enseignante à savoir que tel enfant... Alors c'est souvent les conseils que je donne à certains parents, à certaines personnes, c'est qu'absolument il faut cultiver dans sa classe, cultiver dans son école une écoute des enfants. Le fait que les enfants puissent venir vers vous facilement et n'aient pas peur de parler. Et ça, dans les familles en Martinique, il faut vraiment le cultiver. Le fait que les enfants puissent se dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas quelque chose qui ne devrait pas se faire, je dois pouvoir en parler à quelqu'un. Alors c'est sûr que quand c'est le père, c'est difficile, quand c'est le grand-père, le tonton, c'est difficile, mais il peut y avoir dans la famille quelqu'un qui est à l'écoute, et c'est ça, à mon avis, en tant qu'éducatrice, je vois que c'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir travailler, parce que vraiment, je pense que ça fait d'énormes dégâts. On va y revenir, parce que parler à l'adulte de cela, c'est pas toujours aussi simple, parce qu'on se rend compte que c'est souvent révélé très tard, après le crime, longtemps après le crime, parce que quand on est enfant, parfois on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus. Mais on va y revenir. Au 71 27 07, les téléspectateurs comme vous souhaitent réagir, on les accueille, puisque c'est eux qui sont au centre de notre émission. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Votre prénom? Je donne pas mon prénom, je vais donner mon pseudonyme. Non, mais un pseudo, bien sûr, on est bien d'accord. Non, mais vous dites prénom, donc on s'entend bien. Oui, donc Sacha. Bonsoir. Sacha, oui, bonsoir Sacha. On vous écoute.
Alors déjà, je voulais... déjà par rapport aux professionnels qui travaillent dans les écoles, ils disent que oui, il faut qu'ils réussissent à détecter. Je suis désolée de leur dire qu'avant, fut de temps, et même encore aujourd'hui, ils ne détectaient rien, ni par le comportement de l'enfant, ni par quoi que ce soit. Et j'ai même envie de dire encore plus, c'est qu'il y a des professeurs, surtout les professeurs d'aujourd'hui, selon les lois d'aujourd'hui, qui se refusent d'écouter les élèves qui sont dans des difficultés et qui leur disent « va parler à un tel ou un tel ». Quand ils disent un tel ou un tel, ils parlent de qui? Ils parlent du psychologue scolaire, ils parlent de l'infirmière, ils parlent de l'assistante sociale, qui elle-même, ces trois personnes, ne font pas face à ça, parce qu'elles les envoient aussi aller voir autres personnes. Donc j'aimerais savoir comment les enfants ils peuvent s'en sortir. Les personnes peuvent s'en sortir lorsque tout le monde leur envoie la balle, va voir ceci, va voir cela, et qu'au final, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui les a écoutés. Il y a déjà ça c'est un fait. Le deuxième fait, la société n'est pas sensibilisée par cela. Bon, alors, je vais dire par là que les gens, ils ne se sentent pas concernés tant qu'ils ne sont pas passés par là. Or, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Donc, j'aimerais savoir vers quel cheminement on va, au fait. Parce que tant qu'on ne passe pas par là, on ne discute pas de ça. Donc, vous pensez qu'il faut être vraiment victime pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en place autour d'une parole? Mais, bien sûr. Oui. Mais, bien sûr, parce que je me dis... pourquoi je vous dis ça? Je vais revenir au fait. J'ai des amis. Je l'ai dit à mes amis. Je n'ai plus d'amis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc il faut vraiment être victime pour pouvoir me le dire. Parce que même si vous le dites à vos amis ne vont rien faire pour vous. Ils ne vont pas aller le crier sous les toits, ça c'est sûr. Mais je dis ça c'est sûr. Ils vont peut-être le crier sous les toits, mais ils ne vont pas essayer de vous aider par rapport à ça. Au contraire, ils vont tous s'échapper. Si j'ai bien compris, Sacha, vous avez été victime, quand vous avez été amené à en parler, vous avez l'impression que personne ne vous écoutait et même d'ailleurs que des gens fuyaient autour de vous, c'est ça? Au fait, c'est arrivé quand j'étais jeune. Oui, bien sûr. J'étais une enfant. Oui. J'avais 2 ans et demi. Donc, 2 ans et demi, on ne parle pas beaucoup. Bon, non. C'est un petit peu le langage des signes. Donc, après, lorsque vous arrivez dans l'adolescence et que ça continue dans l'adolescence, vous n'en parlez pas non plus. Surtout que, excusez-moi, l'agresseur, il vous dit bien de vous taire que c'est un secret. Donc, vous-même, vous êtes dans l'adolescence, on vous dit que c'est un secret. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Il faut juste que vous regardiez à la télé un acte sexuel et que vous vous rendez compte que ce qui a été fait n'est pas ça. Donc il y a ça. Il y a l'autre fait aussi qu'on vous dit, c'est un secret. Un secret, c'est un secret, il ne faut pas le dire. Donc vous le dites à personne. Vous avez des amis qui le sentent, qui le ressentent, qui vous le disent même de clairs mots, d'accord? Et ça c'est dans votre adolescence. Ils vous le disent de clairs mots. Dans votre âge adulte, ils vous le disent aussi dans de clairs mots. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, quand moi, je leur dis oui, en effet, tu te rappelles quand tu m'avais dit que c'était bien cela. Après, vous n'avez plus aucune nouvelle de plus personne. On a l'impression que les amis, que les contacts, que les gens autour, ils ont peur quand on leur avoue ces genres de choses-là, parce qu'on a l'impression qu'ils ont peur des conséquences. Mais il n'y a aucune conséquence pour eux. On t'a juste dit quelque chose, on t'a pas dit d'aller témoigner. On t'a juste dit quelque chose. Donc la personne, elle est juste allée chercher, peut-être pas forcément une aide, mais elle a juste voulu se libérer en te disant... Tu te souviens, quand on était jeune, tu m'avais dit que papa, il me faisait cela. Je t'avais dit non, il ne pourrait jamais le faire. Ah ben non, jamais menti. Oui, il l'a fait plusieurs fois. Et quand vous leur dites, 2 jours plus tard, ou même un jour, ou même 1 heure plus tard, la personne, elle ne vous connaît plus. Vous êtes à l'oubli. Il y en a même qui sont venus à me dire, mais tu n'es qu'une... Pour ne pas dire le mot à la télé, tu n'es qu'une... pour ne pas dire le mot, tu n'es qu'une pour ne pas dire le mot qui voilà, donc je me demande, est-ce que c'est pour ça que je vous dis, tant que la personne n'est pas passée par là, les gens ne sont pas concernés. Et Sacha, est-ce que vous êtes à même regretter d'en avoir parlé quand vous... Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que je peux vous dire même que j'ai tellement, comment dire, peut-être pas parlé à beaucoup de personnes, c'était des personnes intimes, que je pensais intimes du moins, mais les rares personnes à qui j'en ai parlé, je ne sais pas s'ils l'ont dit ou pas. Qu'ils l'ont dit ou pas, moi, ça, c'est pas mon problème. Enfin, c'est mon problème, mais je ne vais pas en faire une affaire d'État. Ça, c'est leur souci à eux. C'est-à-dire que s'ils ont parlé à X, Y, Z, ils vont devoir avoir des comptes avec X, Y, Z et avec Dieu surtout, mais pas avec moi. C'est pas le fait de le dénoncer comme ça
Parce que de toute façon, en quelque sorte, je le dénonce quand même. Parce qu'à travers certaines choses que je dis sur les réseaux sociaux, je suis désolée, quelqu'un m'a quand même interpellé pour me dire je sais que tu es passé par là. C'est que la personne, elle a compris. Vous comprenez? Cette personne-là ne s'est pas défilée. Et je ne peux pas considérer cette personne-là comme étant une amie ou un ami. Très bien. Parce que cette personne-là ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous comprenez? Oui, je comprends bien. C'est qu'il y a quand même des gens qui sont sensibles à ça. Mais ils sont rares. Ils sont très très rares. Et autour de la table, il y a des personnes qui vous écoutent très attentivement, Sacha. Est-ce que vous avez des questions précises à leur poser? Est-ce que vous souhaitez leur poser des questions par rapport à chacune de leurs présentations, que ce soit Sylvia Saï-Soutane, Sylviane Bourg-Eustache, professeur GL ou Fabienne Sainte-Rose? Est-ce que vous avez des questions? C'est dommage parce que comme invité, il n'y a pas c'est une juriste, je ne sais pas si c'est une juriste ou une avocate. D'accord, oui. D'accord. Donc, vous auriez peut-être des questions plutôt de cet ordre-là? Non, de tout ordre, en fait. Je me pose des millions de questions là ce soir, parce que je suis au courant qu'il y avait cette émission-là. D'accord. Donc, non, juridiquement, je me demandais pourquoi c'est jusqu'à 28 ou 30 ans qu'on peut porter plainte. C'est dommage, parce que moi, je me dis que ça constitue un frein. Alors, il faut lui répondre, hein, parce que Sacha a des questions précises. Madame Bourg-Eustache. En ce moment, notre association se bat pour que le délai de prescription soit augmenté. Il y a une loi qui a déjà été votée par les sénateurs et aujourd'hui on attend que les députés disent oui pour augmenter de 10 ans. Alors on va passer de 20 ans plus 10, ça fera 30 ans et de 10 ans plus 10, ça fera 20 ans pour les agressions sexuelles. Donc on va passer à 30 ans pour les viols et à 20 ans pour les agressions sexuelles. Oui, mais pour l'instant, c'est pas encore... Après la majorité. Après la majorité. D'accord. Et bien sûr, le professeur Gel, je pense, va l'expliquer, il y a un phénomène, c'est-à-dire qu'au moment où la victime a été agressée, il y a l'amnésie. Et on voudrait travailler sur ça avec les sénateurs, leur faire comprendre que ce serait bien que ça sera à partir du moment où la victime arrive à se remémorer les faits, que ça sera à partir de ce moment-là. Mais la justice n'est pas encore prête à ça. Vous arrivez à leur faire comprendre le processus de sidération, professeur GL? Vous y arrivez? C'est une question qui est vraiment très importante et douloureuse, mais... Sacha, restez avec nous. Hein. Oui, je suis là. Pour moi, la règle qu'il faut garder, c'est que dès qu'une victime se sent prête et suffisamment soutenue pour porter plainte, qu'elle le fasse, quel que soit le délai de prescription. Non, mais si c'est pour que ça n'aboutisse pas... Si, précisément, c'est bien ça qu'il faut dire. Il faut, dès qu'on est en état de pouvoir accepter de donner son nom et sous une forme ou une autre, et la forme la plus simple dans cet acte aussi difficile, c'est d'écrire au procureur de la République pour dire les faits dont on déclare avoir été victime, avec le maximum de détails en termes de chronologie de précision, c'est toujours utile, quel que soit le délai de prescription. Pourquoi ? Si on est effectivement dans le délai de moins de 20 ans après la majorité pour des faits, effectivement on peut poursuivre l'agresseur. Mais si on est au-delà de 25 ans ou de 20 ans après les faits, c'est toujours une information importante pour deux raisons. La première raison, c'est que le plus souvent, les auteurs d'agressions sexuelles n'ont pas commis un seul acte criminel. Ils en ont commis plusieurs parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas attrapés et qu'ils y trouvaient, eux, du pouvoir dans leur exercice de cette pratique criminelle. Et donc, ils continuent. Et donc, la plainte qui va arriver au niveau du procureur, même si celle-là, elle est prescrite, si le procureur a reçu d'autres lettres de plainte qui parlent de la même personne, avec des scénarios qui ressemblent, et pour les autres faits, il y avait un doute sur des éléments de réalité, et bien là, ça peut renforcer la charge contre le criminel avec ce faisceau de messages qui vont venir après. Donc il n'est jamais trop tard pour porter un message. Sauf que, si j'ai bien compris, Sacha, et on peut en parler, a priori, vous êtes senti un peu seul, parce qu'on a besoin d'être accompagné quand même pour aller vers la plainte, vers l'expression au petit détail près de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez été accompagné vers cela? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Parce que personnellement, je suis allée voir des psychiatres, parce qu'on m'avait dit qu'il faut aller voir un psychiatre. Hein. Donc je veux bien qu'on différencie psychiatre de psychologue et de thérapeute. C'est pas la même personne, c'est pas la même chose. Déjà. Le psychiatre, alors il y a des psychiatres qui m'ont dit que j'étais folle. Ah, ils vous ont dit que vous étiez folle? Oui, il y en a d'autres qui m'ont dit, ce que vous me racontez là, c'est de la merde.
Oui. Après, j'ai eu des pertes d'épargne. On a du mal à comprendre qu'il puisse avoir dit ça, mais je ne... Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais je ne doute pas de ce que vous dites, hein, Fabienne. Bon. C'est ta mère. C'est de la merde ce que vous... Voilà, c'est ce que... Oui, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'il faut que je me fasse soigner, qu'ils vont me donner des médicaments. Des médicaments, je me suis demandé, mais pourquoi des médicaments? Parce que je n'étais pas stressée, j'étais juste venue le relater, puisqu'il me semble que quand on va chez le psychiatre, on vient pour raconter notre vie. Bon, après, les médicaments qu'ils nous donnent, c'est pour nous calmer si on n'est pas calme. Mais moi, j'ai toujours été très calme. Mais bon, tout bref. Il a fallu que j'aille voir une psychologue pour que je puisse être vraiment accompagnée. Parce que la psychologue, elle a pris le temps. C'était peut-être parce que c'est une femme, je ne sais pas. Elle a pris le temps de m'écouter, elle a pris le temps d'analyser surtout. Et c'est au fil, comment dire, je l'appelle psychologue, mais j'ai même envie de dire que c'est une thérapeute, peut-être qu'elle-même ne sait même pas que son statut c'est thérapeute. Parce qu'on a tellement discuté au fil du temps avec ça, même si on avait que 45 minutes, ou parler peut-être une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Elle a tellement pris le temps d'analyser qu'au final, elle m'a dit, il faut maintenant que tous les gens qui t'ont dit que oui, que c'est pas vrai, que oui, que tu es une menteuse, que tu es une pute, que ces gens-là se disent que oui, ça s'est passé, oui, c'est vrai, mais tu es quand même assez fort pour pouvoir continuer. Donc c'est pour ça que je te dis de continuer ta vie et de laisser tout ça derrière. Point. Après, elle m'a aussi amené à cheminer, à quand même aller porter plainte. Elle m'a emmené vers une association, j'ai oublié le nom de l'association, que j'ai vu une juriste justement, qui m'a dit comment ça se passait tout et qui m'avait dit que j'étais dans l'âge pour pouvoir porter plainte parce que passer 1 an, elle m'a dit que c'était plus faisable. Donc je suis allée poser plainte. Quand vous portez plainte, et vous envoyez un courrier justement, comme on disait tout à l'heure, au procureur de la République. Sauf que le courrier que vous envoyez en recommandé ou pas n'est pas signé par le procureur de la République, mais par le cabinet du procureur de la République. Donc ça passe dans d'autres mains qui justement qui lisent ce courrier avant. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Et entre parenthèses, la personne qui m'a fait subir ça connaît énormément de monde. Je le fais juste signaler. Et que le temps que ça arrive dans la main du procureur, que le procureur examine et qu'il dise, bon, on vous envoie vers, comment on appelle ça, un gendarme, un policier, quelqu'un qui est expert en la matière, qui va vous interroger et qui vous filme pendant qu'il vous interroge. C'est ce qui m'est arrivé. M'a filmé pendant que j'étais interrogée, j'étais stressée, je tremblais, etc. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. La personne qui est en face de moi, qui me dit, soyez cool, détendu, etc. Je veux bien, ok, mais bon, parmi les faits qu'on vous racontait, vous ne pouvez pas être cool ni détendu. Donc je raconte et la personne me dit que c'est très bien, que j'ai fait un effort surhumain d'être venu relater les faits. C'est ce que la personne m'a dit. Et 2 jours plus tard, vous vous rendez compte que la personne au fait connaît l'agresseur. Et votre plainte finalement a-t-elle abouti, Sacha? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que encore une fois, je vous ai dit que le criminel, qui est mon père, a le bras long. Il a énormément de connaissances, énormément de contacts. La personne qui m'a interrogée, plus la personne que j'ai vue après, parce qu'en fait j'ai dû voir un autre policier pour apporter d'autres éléments, cette autre personne m'a dit, mais vous n'êtes pas la nièce à un tel? Là j'ai eu le blocage total. Quand la personne m'a dit ça, j'ai pris mes clics et mes claques, comme on dit, et je suis partie. Et du jour au lendemain, on m'a envoyé un courrier me disant, non reçu. Pourquoi? Pour faute de... Comment ils ont dit ça? Parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il n'y a pas de témoin. Voilà. Donc votre plainte n'était pas recevable, c'est ce qu'ils vous ont dit. Voilà. Elle n'était pas recevable. Alors que des faits comme ça, vous ne pouvez pas avoir de témoins. Pour avoir des témoins, il aurait fallu que ce soit des acteurs eux-mêmes qui ont fait, comme on appelle, qu'on appelle partout, bien sûr. Et comment voulez-vous qu'il y ait des preuves? Excusez-moi, ça a commencé, j'avais 2 ans et demi. Ça a terminé, j'avais 20 ans. Juste une dernière question pour ne pas trop secouer cet événement qui est certainement douloureux. Autour de vous, votre famille, puisque c'est votre père, votre agresseur, mais il y avait maman, il y avait peut-être d'autres personnes. Ma mère n'a jamais rien vu parce que ma mère n'a jamais rien vu. Écoutez, elle avait les yeux, vous savez, une femme qui est amoureuse, elle a les yeux voilés. D'accord, très bien. Fabienne, je voudrais vous entendre réagir par rapport à ce qui arrive à Sacha. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je m'identifie. Bonsoir Sacha et merci vraiment pour votre témoignage. Je m'identifie complètement là-dedans. Moi, donc bientôt je vais avoir 40 ans. J'ai commencé par dénoncer effectivement en écrivant une lettre au procureur. Donc j'étais, on va dire, à Grenoble.
Et c'était en 96 et 2 ans après, toujours pas de réponse. Et c'est quand je suis revenue ici en 2000 que je suis allée voir mon avocate et que j'ai porté plainte avec mon avocate. Et à cette époque, la prescription, c'était à 28 ans. Donc la veille de mes 28 ans. Ah, d'accord. Et j'ai envie de dire à Sacha qu'il n'est pas trop tard, d'accord. C'est important pour moi, c'est important de porter plainte, de dénoncer. Et mon père aussi, c'était quelqu'un de connu, qui avait le bras long. Et moi, je suis allée au bout de cette démarche-là parce que dans mes lectures et dans mon parcours, on disait que si je ne cassais pas ce lien-là, mes enfants risquaient. Et moi, comme je ne voulais pas que mes enfants connaissent une seule seconde de ce que j'avais vécu, donc je suis allée au bout des choses. Mais on va dire, et les gens qui n'ont pas d'enfants, quelles raisons suffisantes ils peuvent avoir? Et je rebondis sur ce qu'il disait le professeur GL quand il dit, mais quand on porte plainte, même si il y a prescription, ça permet de comptabiliser, de repérer une personne. Et en l'occurrence, mon père, j'étais pas sa première victime. Et même après la création de l'association, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel d'une dame qui, sans savoir que c'était mon père, m'a dit qu'elle avait été agressée 10 ans avant. Donc voilà. Donc Sacha, ne baissez pas les bras. Et tous les psychiatres ne sont pas comme ceux que vous avez rencontrés. J'en ai rencontré comme ceux que vous avez rencontrés, et vraiment les médecins avec qui je travaille depuis 2 ans, donc le professeur G, le docteur Sigvard, le docteur Debien, c'est des gens vraiment formidables qui m'ont enfin comprise et qui m'ont dit que je n'étais pas folle. Donc il y a vraiment vous posez vraiment plusieurs questions sur la formation, tant des profs, tant des infirmiers, que des gendarmes, que des juges, que des médecins, que des psychologues, parce que pour prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles, donc dans la toute petite enfance et plus tard, il faut une formation spécifique et adaptée. Et ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui c'est différent. Et je comprends vraiment votre solitude, mais j'ai envie de vous dire, maintenant vous n'êtes plus seul, nous sommes là. Voilà. Et si je pouvais intervenir aussi, voilà, je disais qu'effectivement ce que Fabienne a relevé, c'est ce problème de formation qui est vraiment essentiel. Quand j'entends Sacha dire qu'elle en a parlé et qu'on l'a envoyé bouler pour ça, je pense qu'effectivement il y a des formations qui se font maintenant, et plus on en parle, et plus il y aura des moyens mis à disposition. Il y avait un programme éducatif qui s'appelait Mon corps, c'est mon corps, et qui était enseigné aux enfants pour leur apprendre, les limites de leur corps, et aussi les agressions qu'ils pouvaient ressentir et qu'ils pouvaient dire. Ce programme-là, je pense que SVS voudrait le remettre à l'ordre du jour et de le balayer de la maternelle jusqu'en terminale, et ça permettrait aux adultes aussi dans les écoles de comprendre ces problèmes justement qui existent, et de ne pas tourner le dos. En tant que directrice d'école, j'ai eu l'occasion de signaler des problèmes comme ça avec des enseignants qui avaient peur. Alors je leur dis, c'est de leur responsabilité, de le faire. Et comme ils n'osaient pas, ils ne voulaient pas, je prenais. Moi, généralement, je n'ai pas trop peur. Alors c'est vrai que j'ai écouté aussi la deuxième partie de l'entretien de Sacha, où vous disiez, Sacha, qu'il faut avoir vécu ça pour pouvoir partager. Moi, je pense que c'est sûr, quand on a vécu, on doit pouvoir partager. Mais l'empathie existe aussi, et il y a aussi des gens bienveillants sur cette terre, des personnes, des femmes, des hommes, qui n'ont pas forcément vécu l'inceste, mais qui ont envie de porter leur pierre à l'édifice parce que ça les blesse, parce qu'ils voient bien que c'est un crime, et de la même manière que certains sont sensibilisés au handicap, sont sensibilisés sans être handicapés. Je pense qu'il y a quand même, j'espère en tout cas, qu'il y a encore de l'empathie sur cette terre, et qu'on peut travailler. Peut-être aussi qu'on enrichisse le capital empathique, parce c'est à nous de le faire. Ça devient de plus en plus difficile. C'est à nous de le faire. Professeur GL, vous vouliez réagir au propos de Sacha? Oui. Là, vraiment, j'insiste en la remerciant parce que son témoignage, il est terrible. Il est touchant, et moi aussi, il m'évoque beaucoup de patients que j'ai rencontrés et qui viennent et qui m'écrivent avec des messages avec des aspects désespérants. Et on voit aussi des personnes qui se disent, mais à quoi ça sert de continuer à vivre si personne ne m'écoute? Et on voit bien la douleur d'écrire et de ne pas être entendu, quoi. Et là, on souffre un peu du côté de l'insularité de la Martinique, avec le fait qu'on va avoir trop de gens qui vont soi-disant connaître et étouffer. Mais il faut renverser les choses. Il y a aussi beaucoup de gens en Martinique qui se connaissent
et qui veulent prendre position pour qu'on arrête cette façon de faire. Et je pense qu'il ne faut pas opposer ceux qui ont vécu l'inceste ou pas. Je pense que c'est plutôt ceux qui respectent les personnes et ceux qui ne les respectent pas. Ce n'est pas une question de métier. Je pense qu'on ne peut pas opposer les psychologues aux psychiatres, les hommes ou les femmes. Je pense que c'est une question d'éthique personnelle et de respect de l'autre et d'écoute de l'autre. Mais c'est vrai que ça va coûter un effort, une attention, et que ça exige que les professionnels, qu'ils soient médecins généralistes, on pourra en reparler, psychologues, psychiatres, enseignants, qu'ils apprennent à écouter et à accepter également la pénibilité que c'est, parce que c'est difficile et c'est pénible d'écouter un enfant qui vous raconte de telles horreurs. Ça coûte. Ça coûte. Et donc, du coup, quand je sais comment faire, et bien du coup, j'ai un peu moins peur d'être incompétent, et du coup, je peux donner un peu de mon attention, et ça change tout de savoir. Et du coup, c'est notre rôle, et c'est mon rôle aussi d'universitaire et d'enseignant ici en Martinique, de pouvoir contribuer à former les professionnels de santé. On a mis en place différentes actions, on en a d'autres en projet pour justement savoir, écouter et ne pas rater des premiers moments comme ceux que raconte Sacha, mais c'est très important ce que dit Mme Sainte-Rose, il faut garder la détermination et vous n'êtes plus seul. Vous pouvez renouveler une plainte au procureur, mais accompagner d'autres éléments, et y compris des certificats médicaux, de psychiatres, de notre équipe par exemple, qui peuvent consolider la plainte et du coup qui étoffent un petit peu la crédibilité aussi qui peut être ressentie. Et je vous assure que j'ai aidé à beaucoup de victimes qui avaient eu leur plainte qui avait été classée sans suite, et en reprenant, reformulant le travail là qu'il faut faire avec un psychiatre attentif et compétent et un avocat. Et là, on fait un dossier de plainte qui ne pourra pas être balayé comme ça du revers de la main, quelle que soit la place, mais il faut faire ce travail préparatoire à nouveau. En tout cas, Sacha, l'espoir y est. En fin d'émission, on va vous donner des coordonnées, et je vous invite à les... Je les connais déjà. Vous les avez déjà? Oui. Toutes les coordonnées qu'il vous faut. Je voulais juste apporter quelque chose, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends un bip-bip, donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Oui. Vous m'accordez 5 minutes. Allez-y, je vous en prie, allez-y, dites ce que vous avez à dire. Parce que j'ai quand même entendu que le docteur Joël nous dit on peut aussi en parler aux généralistes, etc. J'en ai parlé aux généralistes, un généraliste de famille. Il m'a dit que j'étais folle. Tellement il m'a dit que j'étais folle qu'il m'a dit qu'il va me donner des antidépresseurs. Et pour encore aller plus loin, il avait mon numéro de mobile. Il m'a harcelé pour que je puisse venir chercher comment on appelle ça, le certificat la prescription, l'ordonnance. Alors que j'étais pas en dépression. Ouais. Je suis venue, normale, juste pour lui raconter ça. Est-ce que tu sais que papa m'a fait ça? Oui. Est-ce que tu as vu son comportement? Parce qu'en fait, mon père, on l'a tellement porté en haut que même encore aujourd'hui, il viendrait à se décéder, tout le monde continuerait à le porter en haut, mais personne ne sait ce qu'il a fait. Donc je trouve ça quand même assez horrible, parce que le plus souvent, les personnes qui font ça sont des personnes qui sont haut classées, malheureusement. Bon, ça c'est un fait. Le deuxième fait, concernant la loi pour déposer plainte, moi j'ai passé l'âge. C'est même pas la peine, j'ai passé l'âge, de 1. De 2, c'est dommage qu'il y ait une limite d'âge pour pouvoir déposer plainte, parce que moi je me dis que quelqu'un qui est passé par là, lorsqu'elle était jeune, et qui a 75 ans, avant peut-être... sous ces derniers jours, à 75 ans, elle a envie de porter plainte, on devrait quand même lui donner cette chance-là. Parce que peut-être que ça va la soulager avant qu'elle ne meure, par exemple, je ne sais pas. Le professeur GL dit qu'on peut, ne serait-ce que pour être déjà reconnu comme victime. Pardon? On peut, ne serait-ce que déjà pour être reconnu comme victime. Même à 75 ans. Même à 75 ans. Mais si votre première plainte a été déposée avant le délai de prescription, même si elle a été rejetée, je ne suis pas juriste, mais à mon avis, c'est du coup une inscription qui permet, à mon avis, de reprendre la plainte et de l'argumenter autrement, parce que c'est la même plainte que vous pouvez reformuler autrement si votre première plainte a été mise dans les délais, mais là, il faut prendre l'avis d'un juriste. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais c'est juste qu'on me demande, comme d'habitude, on m'a demandé pourquoi la dernière fois que ça s'est passé, j'avais quand même 20 ans, pourquoi je ne suis pas allée aux urgences pour me faire des prélèvements, tout ça. Pourquoi je ne suis pas allée? Parce que même si j'avais mon permis, je venais de l'avoir. Lorsque ça vient d'arriver, excusez-moi, vous n'avez pas la force. Bien sûr. Mais ça, on peut vous aider. On peut vous aider à argumenter ça, madame. Oui. On peut vous aider. Un médecin peut prendre le temps, et vous pouvez, avec votre avocat, on peut demander aussi au procureur de désigner un expert. Et c'est le rôle de l'expert d'évaluer ce que vous dites et d'évaluer vos dires. Et on sait très bien que après une telle agression, aller aux urgences, c'est terrible, c'est très difficile. Absolument. Et ça, c'est un peu l'argument. Un expert, c'est pas un expert. J'ai vu un pédopsychiatre, c'est ça? Oui, déjà, je me demande pourquoi on m'a envoyé voir un pédopsychiatre. Pédopsychiatre, c'est pour les enfants, mais enfin bref, j'étais quand même mon âge, j'avais quoi? J'avais
26 ans, 27 ans. Je vais voir un pédopsychiatre à 27 ans. Il me pose des questions. J'ai eu envie de lui dire, monsieur, moi, à 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que vous pensez que je peux vous dire ce que... Non, je suis désolée. Par contre, à 20 ans, je peux vous dire oui, ce que j'ai vu, oui. Donc, non, en fait, là, les gens, durant toute ma vie, les professionnels que j'ai vus m'ont dit que c'est moi qui me mettais des barrières. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est eux qui m'ont mis la barrière à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que je faisais un pas pour pouvoir justement aller jusqu'à la plainte, parce que pour moi, la plainte, c'est l'accomplissement, en fait. Je vous sens révolté. Je vous sens révolté, Sacha. Parce que dès lors que je donnais mon nom de famille, malheureusement, on m'a mis des barrières. Ça a toujours été comme ça. Je vous disais, je vous sens révolté tout de même, hein, encore. Oui, mais vous savez, je ne suis pas révoltée Enfin, je suis révoltée, oui, mais je suis plus révoltée de voir que la société ne réagit pas par rapport à ça. Les gens ont peur de partager tout ce qui se passe comme... Non, moi je me dis, si là, les gens sont capables de partager une vidéo, avec 2 filles qui sont en train de se battre, en train de s'arracher les cheveux, et puis on voit l'autre, ils peuvent très bien partager, par exemple, l'émission de ce soir, oui, qui va passer, pour que les gens qui sont victimes, parce qu'on n'en connaît pas forcément, mais on partage, au cas où, parce que les gens, ils ne vont pas en parler, parce qu'il y a des gens qui en ont honte. Très bien. Ce que je veux partager avec Sacha, c'est qu'on a fait une émission avec Karine Mousseau. Karine Mousseau, c'est une élue et elle a dénoncé quelqu'un d'important. Elle est allée porter plainte avec sa cousine. Et je veux lui dire une seconde chose. Ce qui a permis à Karine Mousseau de faire ça, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule et qu'il y avait sa cousine qui était aussi victime. Donc c'est important qu'elle fasse ce travail-là. C'est dur, elle se sent seule, elle sent qu'il n'y a pas des professionnels à la hauteur face à elle. Mais ce qui est important, c'est qu'elle va aider d'autres victimes. C'est vraiment sur ce qu'elle doit s'accrocher. Aujourd'hui, c'est elle qui va venir en aide aux autres victimes. C'est difficile d'aider les autres quand on a besoin d'aide soi-même. Oui, mais ça va l'aider à se réparer, ça va l'aider à avancer. Et je crois que c'est ce que Fabienne Sainte-Rose n'arrête pas de dire, qu'elle est en réparation parce qu'aujourd'hui, avec le groupe de parole, elle aide d'autres personnes. Et c'est un peu vers ce qu'elle devrait se tourner en disant, je vais recommencer à porter plainte avec des gens qui sont compétents et cette plainte sera peut-être ou pas entendue, mais elle servira parce qu'un prédateur n'a jamais qu'une seule proie. En tout cas, Sacha, nous vous souhaitons... Et puis on est là, dites-lui. Beaucoup de courage, nous sommes là, on est avec vous. Et si nous en parlons, c'est parce que nous avons bien l'intention de ne pas laisser de silence être le complice de votre criminel. Donc nous sommes avec vous. Merci. Allez, à bientôt. Allez, bonne soirée. Vous voyez, donc, ce n'est pas simple ce parcours. Elle est en train de... Elle nous a relaté quand même le parcours du combattant. Et quand vous parlez de survie, elle est en train de survivre, Fabienne. Ouais. Nous sommes vraiment des survivantes parce que dans le groupe, nous avons échappé effectivement aux crimes incestueux, mais nous avons échappé aux différentes tentatives de suicide que nous avons pu faire. Nous avons échappé à... Nous échappons chaque jour à la mort. Voilà. Et Sacha, son témoignage est important. Et je l'invite vraiment à venir nous rejoindre au groupe de parole. Je sais que c'est pas facile, c'est pas facile, mais ça porte. Comme dit Elle dit qu'elle a les coordonnées, voilà. Donc ce sont des coordonnées qu'on connaît. Voilà, donc les coordonnées de l'AMVI, c'est 06 96 50 12 11. Attendez, n'allez pas trop vite, 12 11, parce que je vais les rappeler. Voilà, elle peut se rapprocher aussi des services de l'UAD. 05 96 55 22 11. 22 11, voilà. Bien, on a gardé ces deux numéros. Alors, j'ai une petite question avant d'avoir un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice au 71 27 07. Aider les gens quand on en est encore à la demande d'aide, c'est pas facile parce que j'entendais tout à l'heure Sylviane Bourreau-Eustache dire oui, en venant, elle va aider les autres victimes, mais on sent quand même que Sacha a encore besoin d'aide elle-même. Est-ce que quand on a besoin d'aide, on dispose de suffisamment de ressources psychologiques pour aider les autres ? C'est une démarche d'entraide qui est également soutenue face à un sentiment de solitude et c'est un double action qu'on lui propose, à la fois de demander de l'aide et de l'aider à identifier des professionnels qui vont être bienveillants, attentifs et qui vont pouvoir traiter sa souffrance.
et en même temps trouver une entraide par d'autres personnes qui ont souffert aussi. Et oui, il y a quelque chose qui peut être partagé entre ceux qui ont souffert des traumatismes de cet ordre-là et dans lesquels on peut se soutenir entre personnes qui ont vécu ces choses-là parce qu'ils sont à différents moments de leur vie et on peut aider. Et puis, si vous écoutez ce que dit Mme Sainte-Rose, elle dit « Je suis survivante aujourd'hui », mais c'est un parcours qui n'est pas dans une guérison comme ça tranchée, et le risque de se trouver à nouveau avec des moments de souffrance, il existe. Et du coup, créer un réseau d'entraide fait que quand j'irai moins bien, c'est l'autre qui va m'aider. Et quand je vais aller mieux, c'est moi qui vais l'aider. Et ça, c'est important, on se soutient. Et du coup, on se protège du risque de suicide, du risque d'alcoolisme, parce qu'on sait que j'ai d'autres personnes qui font attention à moi et on va se protéger. Ça, c'est très important quand même de le préciser pour que Sacha comprenne aussi l'intérêt de rejoindre des groupes. 71 27 07, bonsoir. On vous écoute. Allô, bonsoir. Votre prénom, votre pseudo, vous faites comme vous voulez. Oui, je suis bénédictine, mais je m'appelle Viviane. Viviane, merci d'avoir patienté, parce que je sais que ça fait longtemps que vous patientez, Viviane. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. J'appelle pour témoigner pour donner un peu de courage à Sacha. Pour lui dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que ces gens-là, il y en a plein dans le monde. Il ne faut pas qu'elle se laisse faire, il ne faut pas qu'elle baisse les bras surtout. Et je suis devant ma télé, j'ai vu cette dame, la souffrance qu'elle a dans son corps. Alors je pense que Sacha souffre autant, parce qu'on n'a pas encore arrêté le malade qui lui a fait ça, qui est son papa. Quand on voit un papa devant soi, toucher un bijou de son enfant. Vous vous rendez compte la souffrance qu'il y a dans le cœur de ces enfants-là, dans la peau de ces enfants-là, de ces filles, de ces garçons. Parce qu'il n'y a pas que des filles. Il y a aussi des garçons Bien sûr. qui se font violer par leur propre papa, par des cousins, par des oncles. J'ai une amie martiniquaise qui a écrit un livre sur cela, je ne dirai pas son nom. Elle avait 20 ans quand elle a voulu écrire ce livre. On l'a menacée de mort. Il y a plus de 15 ans, elle a écrit son livre. Et je dirais bravo à ces femmes et à ces hommes qui arrivent à s'en sortir. Et leurs bourreaux, un jour, on les arrête. Et on va arrêter un jour celui qui a fait ça, aux femmes et aux hommes, ceux-là qui sont encore en liberté. Et ça me fait très mal au cœur parce que moi je suis sensible. J'écoute cette émission parce que j'apprécie chaque émission de cette chaîne. Mais quand même, un père, un cousin, un oncle, un voisin, parce qu'il y a des voisins aussi qui le font. Ils arrêtent aussi. Et que la loi, ils fassent leur travail, même si c'est un père bien placé qu'on l'arrête. Parce que c'est sa fille qui l'a fait ça. C'est pas une copine, c'est sa fille qui l'a fait ça. Moi, je trouve ça dégueulasse. Très bien. Merci de m'écouter. C'est un plaisir pour nous de vous entendre, Viviane. Merci d'être venue. C'est incroyable de voir que ça existe. Un enfant de 2 ans et demi, vous vous rendez compte? Ça existe. Ça existe, Viviane. Ça existe, Viviane. Sacha et Fabienne sont des preuves vivantes, voire survivantes, que ça existe. Voyez-vous? Ah oui. Moi, voilà. Je suis malade déjà d'entendre ça. Et je suis une femme, j'ai 53 ans. Oui. Dieu merci, je ne suis pas passée par là. Professeur GL, restez en ligne, peut-être que... Merci de ce témoignage et du message. Mais oui, c'est révoltant, mais ça existe. Les chiffres qu'on a sont entre 3 et 10% des personnes auraient été victimes d'inceste. Donc c'est un crime qui est fréquent. Et donc du coup, il faut qu'on ouvre les yeux de ce qui se passe autour de nous. Et qu'on les... C'est un crime fréquent, malheureusement. Donc il faut vraiment qu'on soit bien fort pour les protéger. Et oui, je ne vous entends pas. Oui, vous avez entendu le pourcentage que le professeur GL nous a donné, 3 à 5%, c'est ça? 3 à 10%. Selon les études, c'est entre 3 et 10%. 10%, ce qui est énorme. C'est énorme.
C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ces études relèvent ce qui est dit. Ça existe des années et des années. Oui. Voilà. Quand on voit sur les 400 000 habitants de la Martinique, 3 à 10%, ça fait du monde, quoi. Mais oui. Ça fait du monde. Qui ont parlé. Et bien souvent, entre les parents, ça se fait. Mais oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Viviane. Oui, on vous souhaite une très très bonne soirée. Et on voit à travers le témoignage. Et à très bientôt. Merci d'être venu. Prenez soin de vous. Hein. Oui, on voit par le témoignage de Viviane que l'empathie existe. Elle dit qu'elle n'est pas passée par là comme elle dit. Donc Sacha, ça peut vous donner aussi un peu de baume au cœur et vous dire qu'il y a des personnes que ça touche, oui, bien sûr. Qui n'ont pourtant pas bien connu. Sûr, bien sûr. Et qui, heureusement encore, se mobilisent pour que cela ne se produise plus. Alors, vous disiez quand même que ce chiffre que vous annoncez, professeur GL, fait qu'il y a quand même une surprise. C'est que comment ça se fait que le silence vienne étouffer tout ça? Parce qu'on verra tout à l'heure, d'ailleurs, dans le micro-trottoir, hein, les gens, certains disent que on n'en parle pas, c'est des secrets de famille, c'est le silence. Qu'est-ce qui justifie que ça soit aussi tabou? Mais c'est précisément parce que c'est très fréquent qu'on a peur de révéler des choses et que si on cherche un peu, quasiment dans toutes les familles, une famille c'est une centaine de personnes, on va retrouver dans chaque famille des histoires de ce drame-là. Oui. Et il y a quelque chose d'une honte qui est vécue par la victime mais qui est aussi vécue par la famille qui préfère laisser continuer à agir l'agresseur plutôt que de révéler ce qui se passe, de peur que ça éclabousse si on disait ce qui se passe. Et on voit des situations fréquentes où les jeunes enfants disent mais ma mère ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait et elle a laissé faire. Il y a même des mères qui continuent à vivre avec l'homme qui a été condamné. C'est le cas de Sacha par exemple qui dit et on se dit, maman savait, mais maman est amoureuse voilà. Mais comment là, on peut comprendre ça? Il y a cette tolérance qui est vraiment choquante. Et comment on peut comprendre ça? Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'en plus les personnes qui sont victimes et qui ne se sont pas reconstruites, qui continuent à survivre, même pas à sous-vivre, je veux dire, ont des enfants et vont se dire que moi finalement, comme il y a un déni quand même de certaines de ces personnes, moi j'ai réussi, je suis là toujours, ça va se faire, mais bon, c'est comme si on minimise le problème. Et je l'ai vécu, je l'ai vu dans certaines familles où ça se continue parce que finalement j'ai survécu, j'ai sous-vécu, je suis là toujours, et donc ça va se continuer. Je reviens quand même sur ce délai de prescription qui est quand même un frein. Madame Saï-Soutane, vous êtes élue, vous êtes conseillère générale, donc vous fréquentez les députés, vous les voyez de près. Chez nous, nos députés, qu'ils soient martiniquais ou guadeloupéens, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de leur dire « Hey les copains, là... Alors c'est justement un peu la raison de ma venue ici, c'est que grâce à Fabienne Sainte-Rose qui m'a vraiment alertée sur ces problèmes que je connaissais déjà, j'ai écrit une lettre à ces députés, aux 2 sénateurs, M. Antiste et M. Larcher, et aux 4 députés, M. Etchimi, M. Marie-Jeanne, M. Azero et M. Nilor. D'accord. J'ai fait une lettre ouverte, mais j'ai également écrit à chacun d'entre eux sur leur boîte mail, et je reconnais que je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Bon, je me dis qu'ils ont beaucoup à faire, qu'ils ont certainement lu le courrier, et que lors du vote, ils voteront pour cette loi qui est soutenue, curieusement, par 2 femmes. Qui a été portée par 2 députés, 2 sénatrices femmes. Donc on se dit, est-ce que l'empathie, heureusement M. Gélia, vous aussi, vous êtes là pour me démontrer que ça intéresse tout le monde, mais j'ose espérer que nos sénateurs ne vont pas minimiser ce qui concerne 10% de la population, voire plus. Oui. C'est quand même, pour moi, c'est presque un problème de santé publique. Hein. C'est vraiment ça. On parle souvent de prostitution, on parle souvent d'obésité, on parle souvent de toxicomanie, on parle souvent de tous ces problèmes-là, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un écho dans tous ces problèmes que nous avons là? Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher à la source? Pourquoi? C'est bien facile de dire, il y a beaucoup de gens qui se droguent, il y a beaucoup de gens qui se prostituent, il y a beaucoup de gens, oui, mais allons chercher pourquoi? Allons chercher pourquoi, vraiment. Et c'est là qu'il faut aller à la source et trouver des solutions. En tout cas, j'espère qu'ils nous regardent ou que leurs assistants, leurs attachés parlementaires, tous ces gens vous écoutent et savent que vous êtes en attente tout de même d'une petite réaction. Pas d'une petite, d'une vraie réaction, parce qu'on l'entend Sacha, on entend Sacha, absolument. Elle a besoin de réponse, absolument. Même si ce ne sera pas la réponse qu'elle souhaiterait, absolument. Mais c'est un début. Absolument. Et sur le plan national, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de votre association pour...
Est-ce que vous faites du lobbying? Parce que ces jours-ci, c'est comme ça que ça fonctionne dans les assemblées. Complètement. Les 2 sénatrices n'ont pas baissé les bras. Elles ont fait voter cette loi au Sénat. Et aujourd'hui, elles portent aussi leur action sur les députés. Et elles écrivent, elles font des rencontres et elles sont très, 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 très présentes. Très bien. Très présentes. 71 27 07, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Je crois que cette personne ne sait pas qu'elle est écoutée par des milliers de personnes en Guadeloupe et en Martinique. Bonsoir. Bien, je te demande... Oui, vous nous entendez? Oui, oui. Oh, oui. On vous entend et vous êtes très dynamique. Votre pseudo ou votre prénom? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Fabienne, bonsoir Sylviane, bonsoir Monsieur Gava, le professeur JL. Votre prénom. Comme ça. Alors moi c'est Viviane. Viviane, c'est pour qu'on puisse mieux discuter entre nous, pour que ça reste une conversation. Moi c'est Viviane. Alors je vous dirai tout de suite que quand j'ai monté en 1988 le comité Enfance et Partage à la Martinique et que nous avons commencé à parler d'inceste, les gens écarquillaient les yeux en nous disant que ça n'existait pas à la Martinique. Oh. Et je peux vous dire qu'en 21 ans de bénévolat, nous avons eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants agressés sexuellement et en majorité des dossiers concernant des cas d'inceste. Autant de vrais pères, enfin de pères biologiques que de beaux-pères, des frères, des grands-pères, etc. Bon, il y avait parfois des garçons qui étaient concernés. Il y avait dans de très rares cas des cas d'inceste mère-fils ou mère-fille. Ça aussi, on n'en parle pas du tout, mais ça existe. Et il faut savoir que ce qui me choquait le plus, bon, c'est que les agresseurs étaient des gens qui commettaient des actes abominables. Mais ce qui me choquait le plus, c'était parfois la réaction de certains professionnels. Quand par exemple, je sais pas moi, j'ai eu une fois une élève qui était déficiente intellectuelle et qui, avec ses mots, ses gestes, a pu m'expliquer, a pu me raconter comment son frère la violait. Lorsque j'en ai parlé en équipe, son éducatrice m'a dit tout de suite, je vais convoquer ses parents pour savoir si elle dit la vérité. Donc la parole de l'enfant était souvent mise en doute. Et ça, c'est affreux. Et dans certains procès même, certaines affaires ont été classées sans suite, alors que je suis convaincue que ces enfants-là avaient dit la vérité. Et je crois que pour ces enfants-là qui n'ont pas pu être reconnus comme étant des victimes, c'était une double peine. C'était une double peine parce et Viviane, est-ce que... quand vous avez... Parce que je sais qu'Enfance et Partage, à l'époque où vous présidiez cette association, était très, très, très présente en tant que partie civile. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous porter partie civile dans des affaires d'inceste qui opposaient des enfants à leurs bourreaux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous portions partie civile dans plein d'affaires concernant de la maltraitance physique, mais aussi de la maltraitance sexuelle, des viols, des cas d'inceste. Mais bien sûr, et nous avons eu, comme je vous dis, des dizaines et des dizaines de dossiers. Et je parlais des réactions de certains professionnels, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est la réaction de l'entourage, la réaction des autres membres de la famille lorsqu'un enfant arrive à dévoiler des choses aussi graves. Et parfois, l'enfant était mis en quarantaine. Parfois, la maman lui disait si ton père va en prison, c'est à cause de toi. Ou alors, on lui disait bon, oublie. Comme si on peut oublier ces choses-là. On lui disait, oublie,
oublie, le lait sale se lave en famille, il ne faut pas que ça sorte du giron de la famille, etc., etc. Et je crois que là, un enfant qui ne se sent pas soutenu par son entourage se sent orphelin. Et là, les dégâts sont pires, parce qu'il faut savoir qu'un enfant victime d'inceste, ça peut devenir demain délinquant, ça peut devenir un adolescent suicidaire, ça peut devenir quelqu'un qui n'a tellement pas, disons, quelqu'un pour qui son corps n'a tellement pas de valeur que pourquoi ne pas se retrouver sur les trottoirs à se prostituer. Donc, on sait que les conséquences sont graves, et que de toutes les façons, ça ne fait que des morts vivants, des enfants brisés, des adolescents fracassés. Donc je crois qu'il est important d'en parler et je vous félicite vraiment d'avoir organisé cette émission. Je vous remercie Viviane et puis revenez quand vous voulez et encore, Enfance et Partage c'est fini, on n'a plus la chance de vous avoir. C'est-à-dire qu'il y a une autre association qui a pris le relais, une association martiniquaise qui s'appelle Cœur d'enfant. Cœur d'enfant, oui. Cœur d'enfant qui a pris le relais. Mais moi, je suis toujours une bénévole de l'association Equinox. J'ai changé de combat. Bien sûr. Parce que les gens qui souffrent de troubles psychiques, c'est aussi important, Viviane, je le sais bien, oui. Aussi des gens dont il faut s'occuper, qu'il faut prendre en charge, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Donc, le professeur JL est bien placé pour le savoir. Donc, je suis quand même aux côtés de Fabienne parce qu'elle a fait appel à moi. Et avec l'expérience que j'ai, je vais essayer de lui apporter, ainsi qu'aux membres de son association, toute l'aide possible, quoi. Nous vous remercions d'avance, Viviane. Merci encore. Merci beaucoup. Alors vous voyez que c'est de cette solidarité dont Viviane parle, qui tisse d'ailleurs l'espoir pour ces personnes, mais derrière cet espoir, il y a aussi quand même une amélioration. Peut-être que Viviane et les autres parlent de ce qui se passait avant. Est-ce qu'on n'a pas une perception nouvelle, une représentation nouvelle des victimes dans nos sociétés? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience qui est en train d'émerger, où on en est encore à l'époque? Tout le monde a le droit de parler, votre sourire en dit non déjà, en plus, Fabienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? Dites-le-nous. Fabienne, allez, on va commencer par vous. Je laisse le professeur. Non, c'est vous. On va commencer par vous parce que votre sourire a trahi. Je laisse le professeur Giel commencer. Ah ben c'est vous, comme vous voulez. Non, mais je pense qu'il y a des frémissements de mouvements et je pense qu'on peut, en Martinique, grâce aux médias, grâce à l'écoute que vous nous permettez, grâce à des personnes dynamiques qui s'engagent et la diversité aussi de ce qu'on propose, on peut, à mon avis, faire bouger les choses. Et je pense que là, il faut vraiment utiliser le fait qu'on est sur un territoire d'une île où on peut parler, communiquer, que ça résonne et qu'on peut faire bouger. Parce qu'il y a un gros chemin à faire, il y a beaucoup de travail à faire parce que le message qui nous sont dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste très secret, qui reste dans les familles, qui n'est pas géré, et les gens le découvrent tard et n'osent pas porter plainte. Et la démarche, même s'il y a eu beaucoup d'émissions pour dire il faut porter plainte, on a vu par quelques exemples, ça reste une démarche très difficile, très difficile. Donc on est en train là de développer des choses fortes en Martinique. Moi, on m'a dit il y a 4 ans, quand je suis arrivé, que je pouvais rentrer à Paris parce qu'il n'y avait pas de traumatisme et d'inceste en Martinique, je suis sûr. Mais c'est des psychiatres qui m'ont dit ça. Et donc, je l'ai entendu, ça m'a un peu surpris, je l'ai pris pour une bonne nouvelle au départ. Je me suis dit, c'est bon, je vais être tranquille. Et en fait, c'est pas une bonne nouvelle pour la Martinique. Et il y a du travail parce qu'il y a une souffrance importante, mais parce que c'est des histoires qu'on se raconte, quoi. Mais vous savez que je suis en train de constituer une équipe de recherche outre-mer avec l'INSERM. L'INSERM, c'est le gros institut de recherche médicale. Et l'intitulé que nous avons créé, c'est l'équipe IPOM, Impact des psychotraumatismes en Outre-mer, qui regroupe des collaborateurs chercheurs de différents métiers en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, Île de la Réunion et Polynésie française. Au niveau national à Paris, quand ils voient ça, ils disent « mais il y a des psychotraumatismes en Outre-mer ?» On m'a dit ça.
Parce qu'ils pensent que le soleil annule tout. Vous avez des jolies plages, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Pourquoi il y aurait des traumatismes? Et donc il y a vraiment oui, mais il y a aussi une image qui est peut-être aussi un peu entretenue. Et comment on peut modifier l'image de la Martinique? Oui, des traumatismes, mais on met en place des choses. Je suis pas du tout, j'ai pas l'impression, si c'est plus ou moins, c'est pas le problème, mais il y a des incestes qui sont commis. Mais par contre, on peut faire mieux qu'ailleurs en Martinique, et c'est l'enjeu de notre combat, c'est qu'on peut faire mieux et mettre des choses qu'on va construire ensemble, à la fois sur le plan de l'action, de soins, des associations qu'on se soutient mutuellement, de la recherche qui doit être faite aussi, et de la lisibilité de l'offre de soins qu'on défend ensemble. Et les partenaires là, du Conseil général peuvent clairement nous aider, l'Agence régionale de santé, et on peut être meilleur que d'autres en Martinique pour notre capacité à comprendre le problème et à savoir le prendre en considération. Vous n'échapperez pas à ma question, vous pensez bien, Fabienne. Merci, professeur. C'était en tant que... Parce que vous avez été victime vous-même, donc est-ce que vous avez l'impression que les gens, les vrais gens, comme on dit, la société, a une perception qui est plus adaptée qu'avant sur une prise de conscience de ce qu'une victime peut endurer? Ou alors vous avez l'impression qu'on est toujours dans le même... Je dirais que par nos actions de ces derniers mois, que les Martiniquais vont découvrir et découvrent enfin le visage de la souffrance des victimes. Et nous avons rencontré ces différents mois, différentes institutions. Donc on a rencontré le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, David Zobda, Joseph Bathilde, et toutes ces personnes ne faisaient pas le lien entre les agressions sexuelles, donc les incestes, et le dysfonctionnement et la souffrance des adultes. Voilà. Et donc notre discours aujourd'hui, c'est de dire qu'on peut s'en sortir. Et c'est vrai qu'avant de rencontrer l'équipe de l'UAD, donc l'année dernière, pour moi, chaque jour, c'était mon dernier jour. Donc avant de rencontrer des gens formés et bienveillants, j'ai rencontré des gens indifférents, fatigués de me supporter aussi, parce que c'était difficile pour ma famille, pour mes amis. Donc ça me fait vraiment repenser à Sacha. C'est vrai que c'est lourd pour une famille de soutenir des victimes, quoi. Moi, je pense à mes enfants, je les trouve vraiment très courageuses. Elles m'ont pas lâché, elles, mais je vois que ce soit ma mère, mes frères et sœurs, ou bien d'autres amis qui étaient proches avant et qui se sont lassés de comment on peut dire ça? De me voir tomber en lambeaux, quoi. Voilà. Qui se font un moment effrayé, quoi. Ils étaient trop impuissants. Ils étaient dans une réaction d'évitement. Voilà, et donc ils ont préféré se retirer plutôt qu'assister impuissant à... Vous souffriez pendant de les voir comme un peu Sacha partir comme ça? Mais bien sûr. Oui, mais vous savez, je pose la question parce qu'il faut que je pose toutes les questions, Fabienne. Il n'y a pas de questions qui soient évidentes en soi. Bien sûr, mais un an après, je dirais après ma dernière hospitalisation l'année dernière, j'ai fait le choix, moi, de faire le ménage et donc de garder autour de moi que les personnes qui étaient là, qui ont supporté effectivement de me voir mourir à petit feu et voilà, quoi. Donc, les victimes d'inceste souffrent d'isolement, de solitude. Voilà, quoi. Donc, je vous propose d'écouter un téléspectateur ou une téléspectatrice au 71 27 07. Oui, on vous écoute, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. C'est un téléspectateur, son prénom? Bonsoir, monsieur. Votre prénom? Boromé. Comment? Boromé. Boromé. Alors, on vous écoute, Boromé. Soyez le bienvenu. Voilà. Je dis bonsoir
bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Bonsoir, monsieur Boromé. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Bonsoir, on vous a dit bonsoir, allez-y. Tout le monde vous a dit bonsoir, Boromé. Je veux vous raconter un fait, même 2 faits. J'ai un copain à moi. Il va déposer sa femme au rond-point, à Saint-Cher. Et de retour, bien que ça souvent elle voit les filles à du côté de Stade Achille là, à faire stop. Mais il ne s'est jamais arrêté, mais un beau jour il voit une petite fillette là, il s'arrête, il arrête sa voiture. Le temps d'arrêter la voiture, il y avait 3 filles dans la voiture. Alors il dit, bien mademoiselle, je vous dis bonjour. Il dit, le dit du côté de la savane, ce temps-là, on prenait des voitures sous la savane, là, du côté de Banicone, là. Alors là, il regarde la voiture là, il dit, bon, mais descendez, ça va, les enfants. Et 2 enfants descendent. Mais une reste dans la voiture et lui dit, ils allaient me mettre à la fruitière, là on prenait les voitures pour le lamentin. À cette époque-là. Et alors lorsqu'il arrive là avec la fillette, il dit, bon, bien vous êtes arrivé, descendez. La fillette dit, je ne descends pas. Il dit, vous ne descendez pas. Il dit, non, mais tu peux me déposer là où tu veux. Il dit, je dépose. Descendez dans la voiture, mademoiselle. Moi, je dépose là où tu veux. Descendez vite. Vite. Et le bonhomme descend, il ouvre la porte et il fait descendre la fillette. Alors, vous voyez qu'est-ce que la fillette lui a provoqué, lui a demandé. Il dit, déposez-moi là où tu veux. Alors, vous voyez comment les enfants sont faits que si la bonhomme est un bonhomme un petit peu criminel, elle aurait pu amener l'enfant n'importe où. Autrement dit... Alors, oui, on vous écoute, Boromé. Il m'a dit ça, il était tout ému de voir ça. Alors, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire une autre fait. J'habitais là où j'habitais avant, il y avait une vingtaine d'années de ça. Un voisin il y avait un petit chantier de bénis. Alors, un jour, une petite fillette de 12 à 13 ans vient et lui dit, monsieur, mon papa est parti, ma maman, j'ai pas eu la tête de demander de crayon, de porte-plume, tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner cet argent pour faire ça? Le monsieur lui dit, bien, mais oui, ta maman, bien, mais oui, tiens, un petit poney, tu vas acheter les crayons et merci. L'enfant parle. Un mois après, l'enfant revient. Et l'enfant lui dit, maintenant c'est des cahiers il n'a pas plus de cahiers. Alors il a dit, mais tu me demandes, je te donne de l'argent la dernière fois, maintenant tu me donnes de l'argent, mais écoutez, je vais demander à ta maman de l'argent, mais c'est quoi? Quand je veux mon argent? Ah, je vais te le donner comme ça. La fillette dit au monsieur, je vais te donner ça. Alors le bonhomme tout est stupéfait et dit ta fille de partir de son atelier. Vous voyez comment les enfants sont pervers. Mais dernièrement, oui. Au tribunal, il y a un monsieur qu'on a acquitté, la dame au tribunal a dit qu'elle avait menti. Et ça il n'y a pas que c'était fait. Il avait menti au tribunal. Et je crois que c'est un métier qui envoyé un employé, il avait soit suspendu ou arrêté. Il a menti en disant que le monsieur l'avait invité à des choses un peu indécentes. Et il a traduit le monsieur. Et lorsque l'affaire a paru au tribunal dernièrement, là, il y a à peine un mois, elle a dit qu'elle avait menti. Alors, dites-vous bien ce qu'il avait mis, nous, sa plainte, on aurait acquitté, on aurait condamné un monsieur qui n'a rien fait du tout. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Boromé? Excusez-moi, Boromé, s'il vous plaît. Est-ce que la vérité parfois toujours dit? Oui. On ne sait jamais. Et parfois, la femme a toujours raison. C'est ça. En résumé, vous pensez qu'on doit mettre en doute la parole des enfants l'enfant peut mentir. Donc c'est tout à fait légitime pour vous de mettre en doute la parole. Écoutez-moi bien. Oui, je vous écoute. Il y a un acteur qui avait joué de cinéma comme ça.
l'enfant avait déchiré son corsage et puis en disant que c'est le professeur qui l'avait violenté. C'était de la fiction. Il y avait une pièce de cinéma comme ça. Ok, très bien, merci. La vérité, c'est très difficile à l'avoir. Très bien, merci beaucoup Boromé. On vous remercie d'être venu. Et puis on va certainement réagir, j'imagine. Qui veut le faire avant qu'on passe à la perception? Je veux juste dire... Sur la parole de l'enfant dont il parle. Je veux d'abord dire que les adultes sont des éducateurs. Quel que soit le comportement de l'enfant, c'est l'adulte qui est responsable de cet enfant. Et c'est lui qui doit lui transmettre quelque chose qui est de l'ordre de comment on vit ensemble, comment on fait les choses ensemble. Et l'adulte est là pour protéger l'enfant, même de lui-même. Donc je remercie ce monsieur d'avoir pris soin de ces deux petits-enfants et de les avoir accompagnés en sécurité. C'est toujours comme ça que des adultes doivent se comporter, faire en sorte que les enfants soient en sécurité. Merci monsieur. Boromé pose quand même un fait qui peut parfois aussi être un frein. Cette parole de l'enfant, on a connu l'affaire en Belgique de Trou. Bon, cette parole, est-ce qu'il faut systématiquement l'entendre et dire ce qui est dit, ou alors y a-t-il, comme il dit, des marges de sécurité à... Oui. Alors, ce qui est très important, c'est que tout le monde sait que les enfants peuvent aussi parfois raconter des histoires. Oui. Évidemment, c'est aussi leur apprentissage de la vie. Ils racontent une histoire, ils peuvent aussi être un peu provocants, parfois parce que c'est aussi la découverte de la vie, de son corps, de la relation avec l'autre. Et c'est très important ce qui vient d'être rappelé là. C'est aussi à l'adulte qui est là de lui rappeler les limites. Et même si elle veut jouer, et la petite fille qui grandit avec son papa, avec son voisin, elle peut jouer aussi pour tester un peu la limite. Mais c'est l'apprentissage de la vie. C'est à l'adulte d'être responsable et de lui rappeler les règles et de savoir la contenir. Et elle demande ça. Et l'enfant qui grandit a besoin que l'adulte le contienne, que ce soit l'enseignant à l'école, le voisin, le passant dans la rue, qui doit être, non pas dire des choses affreuses. Parfois on entend des hommes qui disent « Ah, à 7 ans, 8 ans, 12 ans, elle m'a provoqué, elle venait avec des petites tenues, je ne sais pas quoi. » Mais c'est humiliant pour l'adulte qui dit ça. Il n'est pas capable de dire à une petite fille de 12 ans « Rhabille-toi, écoute là, on garde chacun sa place et on a une place. » C'est humiliant pour l'adulte qui ne sait pas se respecter lui-même en tant qu'adulte et respecter l'enfant pour le remettre à sa place d'enfant ou de petit enfant qui grandit ou de jeunes filles qui grandissent. On s'approche de la fin, vous voyez que ça passe vite, mais on ne va pas partir sans avoir écouté ce que des téléspectateurs, des personnes, parce que ce n'est pas des téléspectateurs, ça se trouve, peut-être ce soir ils le sont, des personnes qu'on a rencontrées dans la rue. Notre équipe de journalistes est allée leur poser des questions sur la question d'inceste et surtout la façon dont ils se représentaient cette situation. Alors je propose de regarder quelques morceaux choisis. L'inceste, c'est de la violence faite sur un individu quelconque. Ça peut être une femme, un homme, des enfants. Voilà, je connais personne qui a été victime d'inceste. Puis voilà. Je n'ai pas énormément d'informations sur les victimes, mais bon, c'est dommage. Je pense que c'est dommage et enfin, la victime pourrait connaître autre chose que ça. Peut-être que ça ferme certaines portes, ça ferme certaines connaissances, ça peut créer des blocages. Enfin, voilà. Je n'aime pas me prononcer sur ça, mais l'inceste et leurs victimes, c'est sûr que c'est extrêmement délicat. C'est tabou, mais c'est vrai que je trouve pas les mots. Ça se fait dans la famille, quoi, on va dire ça comme ça. Et tout ce qui fait l'intérieur même d'une famille, généralement, les gens aiment bien laver leur linge sale en famille, comme dit l'expression. Donc, tout ce qui ne se lave pas en famille, alors que ça va se passer en famille, ça fait toujours tabou, c'est même de la société. Parce que ça respecte pas, on va dire, une certaine doxa commune, quoi. Une certaine moralité que tout le monde partage. Et cette moralité-là, par rapport au phénomène d'inceste, c'est normal qu'il ne soit pas partagé par tout le monde. Les victimes de l'inceste sont donc des victimes, donc c'est toujours dommage pour être victime et d'être victime. Donc après, c'est leur donner un accompagnement et voilà. Je trouve que c'est quelque chose de très très dur. Leurs victimes, vraiment, il faut qu'elles soient suivies, à mon avis. Vraiment, c'est obligatoire parce que c'est quelque chose de très dur à surmonter, je pense. Et
je ne peux pas qualifier. Pour moi, c'est horrible, ce genre d'attitude. Et c'est triste et c'est sale, c'est dommage. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour exprimer, mais c'est loin d'être positif. Voilà. C'est impensable, du moins, des gens de la même famille qui ont des rapports ou autres. Voilà, c'est quelque chose de très dur. Je suppose que ce n'est pas le plus souvent, mais ce n'est pas consenti à la base, donc on peut rapprocher ça du viol, entre autres. Et donc, à mon avis, voilà, donc c'est pour ça que déjà c'est horrible, non seulement le fait d'être violé, par exemple, mais que ça soit de la même famille, c'est voilà, inqualifiable. L'inceste, je ne sais pas trop grand-chose de ça, puisque je ne connais pas de personnes qui ont été victimes d'inceste. Mais l'inceste, c'est quelque chose de condamnable, bien sûr. Mais les victimes, déjà, il faudrait les interroger et savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, puisque je pense que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme et c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Non seulement pour la famille, mais pour l'entourage, tout l'entourage et les amis. L'inceste, c'est un sujet très particulier qui, je pense, est très douloureux, excusez-moi, pour les victimes et qui est à bannir. Je suis vraiment contre cet acte qui est abominable, en mon sens, et je soutiens vraiment les victimes d'inceste parce que ça doit être quelque chose de très difficile psychologiquement. Alors c'est horrible l'inceste. Je doute que, à part les coupables d'inceste, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient pour, au contraire. Donc voilà, c'est horrible. Déjà le simple fait d'être violé, c'est horrible. Et en plus que ce soit fait dans le sein d'une même famille, c'est dégueulasse. Alors l'inceste, c'est dans la famille, c'est ça, c'est quand un proche. Alors, j'en ai déjà entendu parler, je trouve que déjà quand ça touche les enfants, c'est traumatisant. Donc ça peut avoir un impact sur leur avenir, sur leur comportement, leurs relations futures, c'est tout ça. Vos réactions? Vous avez l'air de bien comprendre l'incidence psychologique sur les victimes. C'est important de voir que les jeunes sont sensibles et savent que l'inceste est un crime, quoi. Petite remarque là sur le jeune qui dit c'est le simple fait d'être violé. Il faut rappeler que le viol aussi est un crime. C'est pas un simple fait. C'est un crime. C'est quand même parmi les choses les plus graves qui peuvent être condamnés, quoi. Et effectivement, on n'est pas là sur la question du consentement qui est un peu interrogée par une des premières personnes. Tout à fait. Et c'est important et on voudrait que la loi évolue pour sortir complètement la question du consentement, parce qu'il y a aujourd'hui un doute terrible. Une jeune fille qui a une relation sexuelle entre son père et elle, à 16 ans, mettons, eh bien, il faudra qu'elle puisse démontrer qu'elle n'était pas consentante, quoi. Et ça, c'est horrible. Et on voudrait que la loi cesse cela, et on a eu du mal. On a élaboré avec des députés une loi qui a été malheureusement cassée par le Conseil constitutionnel, qui disait qu'avant 18 ans, un mineur qui a une relation sexuelle avec un proche de la famille, c'est un crime, quel que soit le consentement possible ou interrogeable. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, bien sûr, les relations sexuelles sont interdites dans la famille et il faut savoir protéger les personnes, et sinon on est face à un crime. Et un crime, c'est aussi grave que tuer. On a parlé de survivre, donc c'est vraiment des choses qui sont terriblement dangereuses, et comme quelqu'un l'a dit avec pertinence, oui, ça bouleverse toute la vie, et la famille aussi, c'est important de le prendre en compte, et d'aider de notre côté et les victimes et les familles des victimes. Votre réaction? Non, je dis que le fait de faire ce genre d'émission, d'abord sensibilise le public à ces problématiques. On a l'impression qu'ils sont quand même ils ont bien compris quand même. Quelques-uns effectivement bien compris. Oui. En tout cas, évidemment, ils sont pas. Voilà. C'est pas un panel significatif. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pour changer les choses, il faut que l'on parle. Et le fait que Fabienne ait ouvert la voie, il faut vraiment le reconnaître. C'est une pionnière, je veux dire. C'est vraiment la pionnière qui a ouvert la voie. Et une fois que la voie est ouverte, les gens se sentent plus libres de parler. Je en parle parce que lorsque j'ai fait mon courrier au sénateur, j'ai eu au moins 5 appels
de femmes, de jeunes qui me parlaient de leurs problèmes. Ce n'était pas forcément des incestes, c'était également des violences sexuelles ou des viols. Et je leur ai donné la marche à suivre parce que je la connaissais un petit peu. N'empêche que ça ne m'était jamais arrivé avant. Parce que Fabienne a parlé. Et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, puisque vous êtes élu du département, quel regard porte-t-elle alors je ne peux pas parler tellement pour elle. Je suis responsable de la commission logement et habitat, donc c'est une grosse mission. Mais en tant que directrice, je me rends compte que le problème de placement des enfants est quelque chose qu'il faut absolument, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher. Il faut vraiment se pencher dessus en tant que conseillère générale, je le dis, parce que malheureusement, nous avons à déplorer de nombreux cas d'enfants qui sont placés et qui ne sont pas forcément bien placés et qui malheureusement vont grandir et vont être malheureux, vont sous-vivre. Et je crois que ça, il faut vraiment le dénoncer. C'est vrai que c'est difficile à entendre, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas tellement à en parler, parce que ça remue à l'intérieur, même qu'on ait été touché ou pas, ça remue, parce que ça touche les enfants, ça touche une certaine sécurité qu'on voudrait pour notre société, et on ne la touche pas, cette sécurité. Et je crois qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, et des fois je me dis, est-ce que c'est pas l'ampleur de la tâche qui fait que parfois les gens reculent, quoi. C'est ce que donc moi je sais que avec des gens courageuses, des personnes courageuses, on doit pouvoir y arriver, faire que les choses bougent et que les gens comme Sacha puissent s'exprimer, comme Viviane, comme des tas de personnes qui vont ouvrir la parole. Et les enfants aussi, je vous dis, j'ai mis le numéro 119 à l'école, c'est obligatoire de l'afficher. J'ai expliqué aux enfants. Mais les enfants, tout de suite, c'est difficile de faire le lien, de les arrêter parce qu'ils disent « maman me tape, papa me tape, est-ce que ça fait partie des violences ?» Et tout de suite, on ouvre la boîte de Pandore. Alors, justement, la formation est essentielle parce qu'il faut recanaliser, redonner les choses et entendre ce qui se dit. Voilà. Tout à fait. De l'espoir par rapport à Stop Violence, j'ai l'impression que plus on prendra conscience, plus votre association n'aura peut-être même plus besoin d'exister parce que tout le monde aura pris conscience. C'est le but, il faut vraiment que toutes ces associations cessent d'exister, puisqu'il faut vraiment que le viol, il faut reprendre ça, le viol c'est un crime, que le viol, l'inceste, qui est un fait aggravant, puisque c'est commis en famille, dans la famille, au sein de la famille, qui doit être protectrice. Il faut vraiment que tout ça cesse. Une chose qui est très importante, et c'est où je rejoins Fabienne, c'est toute cette possibilité qu'elle donne de dire les choses, de libérer la parole, et puis de permettre à notre société de regarder cela en face. Qu'on puisse en parler. Le mot tabou, je voudrais bien qu'on le balaye et puis on dit, voilà, il y a un fait dans notre société et peut-être que c'est aussi notre histoire qui l'aggrave, puisque nous sommes des petits-fils et des petites-filles d'esclaves et que dans l'habitation, il y avait une façon de faire du maître. Peut-être que c'est un fait aggravant, mais vraiment, aujourd'hui, on peut en parler, on ne va plus dire que c'est tabou, on va se donner les moyens d'en parler, on va se donner les moyens d'aller à la rencontre des professionnels et puis leur dire « qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Et aujourd'hui, on sait que les professionnels ont une autre façon de traiter, d'aider les victimes d'inceste, les victimes de violences sexuelles. On a un rendez-vous à court terme sur cette question. Oui, alors... on a parlé de la survie, et dans cette survie, il y a la question du suicide qui a été posée. On organise un congrès national sur la question du suicide. Le suicide est-il un traumatisme héréditaire, donc qui est plutôt destiné pour les professionnels fin octobre, mais il y aura une soirée grand public où tout le monde est invité, qui s'intitule « La dépression, les mots pour éviter le drame ». Et là, qui est donc le 29 octobre à 18h30 à Madiana. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà. 29 octobre, 18h30 Madiana, qui sera ouvert à tout le monde, qui est réalisé grâce à la MGPA. Et qu'on remercie. Et donc, ça sera aussi un moment d'échanger aussi autour de ces drames et de ces éléments, de ces traumatismes dont on a parlé ce soir. Et vraiment un grand merci de pouvoir avoir ces moments d'échange qui sont très constructifs pour une nouvelle image qu'on veut donner aussi de ce problème et de l'accès aux soins et à l'aide face à ce problème en Martinique. On a un rendez-vous déjà le 22 octobre en psychose. Nous parlerons du suicide et nous aurons des intervenants qui viendront en parler. Fabienne, ça vous est arrivé à un moment d'y penser au suicide, voilà. Dans cette survie? Il n'y a pas très longtemps, j'écrivais que ma vie était un suicide. Et avant l'incarcération de mon père en 2010, les tentatives de suicide, je les faisais
tous les 2 ans à peu près. Et après l'incarcération de mon père, ça a été plutôt 3-4 fois dans l'année. Et j'ai arrêté. Ma dernière tentative de suicide remonte à 2012. Voilà. Et Et puis maintenant, c'est ce groupe de parole que vous animez. Et qui permet à d'autres personnes qui ont souffert et continuent de souffrir de venir poser une parole avec vous, la partager, la mutualiser. Depuis février de cette année, depuis le 22 février 2014, nous organisons avec l'AMVI tous les samedis après-midi à l'UAD, donc des groupes de parole qu'avec des victimes. Voilà. Et c'est vrai que cet espace-là m'a permis de me relever. Et le fait de me consacrer, de m'engager dans la libération de la parole des autres, mais ça me permet de me relever et je n'ai plus envie de mourir. Hein. Je n'ai plus envie de mourir. Il faudrait préciser, parce que Mme Santros dit beaucoup l'UAD. L'UAD, c'est l'unité d'hospitalisation au CHU de Martinique, où justement on peut avoir des temps où on va prendre en soin en hospitalisation, pas pris pour des fous, mais le niveau de souffrance est tel qu'on va prendre soin de la personne et c'est des missions qu'on a au service. Mais on peut déjà participer sans passer par la porte hospitalisation, au groupe de parole, et on peut vous joindre au 55 22 11 pour y participer. Voilà, donc pour s'inscrire au groupe de parole, il faut s'inscrire au 06 96 06 96 50 12 11. 06 96 50 12 11. C'est important. Et je crois que c'est même très important pour vous qui avez cette souffrance de la poser, de la mutualiser avec d'autres qui ont vécu les mêmes choses que vous. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus. Merci à vous. Merci aux spectateurs. Et on remercie aussi particulièrement Sacha, Viviane à nouveau, Boromé qui ont participé. On se retrouve dans 15 jours et surtout prenez tous soin de vous. Merci aussi à Hervé qui a réalisé cette émission avec nous.